Bonjour à tous. Je suis Fanny Durand, pharmacien assistant spécialiste au CHU de Poitiers. Mon travail s'intitule Élaboration d'un outil d'aide à l'analyse pharmaceutique des prescriptions de médicaments pour la prise en charge de l'asthme et de la BPCO. Donc, j'ai aucun conflit d'intérêt. Au niveau du contexte, il y a deux éléments importants. Le premier, c'est qu'actuellement, on observe des limites de l'analyse pharmaceutique, notamment parfois un manque de pertinence des interventions pharmaceutiques, un taux d'acceptation de ces interventions qui est parfois limité par les prescripteurs, et aussi une hétérogénéité des pratiques, comme par exemple entre pharmaciens juniors, seniors. On a également une augmentation de la charge de travail qui est en lien avec le déploiement de la prescription informatisée et les effectifs pharmaceutiques qui sont restreints. Donc, ce qu'on cherche, c'est optimiser l'analyse pharmaceutique. Donc, ce qu'on a voulu faire au CHU de Poitiers, c'est pas de cibler les patients les plus à risque, ni de cibler les unités de soins les plus à risque. On a envie de proposer une analyse pharmaceutique à tous les patients qui ont une hospite supérieure à 48 heures. Mais pour ça, on va faire une analyse pharmaceutique optimisée, c'est-à-dire une analyse pharmaceutique qui est complète, basée sur l'identification de situations potentiellement iatrogènes qu'on appelle CIPI. Donc, c'est-à-dire toute situation pouvant entraîner un événement iatrogène évitable ou inévitable, une inefficacité du traitement ou une prise en charge non optimale. Donc, l'objectif de ce travail, c'est d'investiguer une CIPI. Donc, ici, c'est asthme et BPCO. L'objectif étant de sélectionner de façon pluridisciplinaire les interventions pharmaceutiques pertinentes à produire et les actions de pharmacie clinique à mettre en place. Le but étant d'élaborer un outil qui va nous permettre d'optimiser l'analyse pharmaceutique. Donc, notre méthode, elle est en 6 étapes, donc, que je vais vous présenter. Donc, la première étape, c'est de constituer un groupe de travail. Donc, le groupe de travail, il est constitué au minimum d'un pharmacien et d'un expert qu'on va choisir selon le thème qu'on investigue. Donc, ça peut être un médecin, un biologiste, un infirmier. Et puis, on a plusieurs investigateurs. La deuxième étape, ça va être une phase de recherche bibliographique. Donc, on fait différentes recherches sur PubMed, Google Scholar. Je ne vais pas tout vous détailler, donc essentiellement pour rechercher les publications, sur Sudoc si jamais il y a des thèses, et sur le web pour faire une recherche complémentaire. Le but, c'est de trouver des données sur le rôle du pharmacien dans cette CIPI. Une fois qu'on a fait ces recherches et qu'on a identifié les indicateurs qui allaient nous servir et les données qu'il faut recueillir, on élabore une grille de recueil de données, donc c'est notre troisième étape. La quatrième étape, c'est le briefing des investigateurs. Donc, c'est en fait une réunion avec des rappels physiopathologiques, une synthèse des recherches bibliographiques. On donne l'objectif de l'investigation, l'identification des critères d'inclusion et d'exclusion des patients. On présente la grille de recueil et les outils qui sont nécessaires pour le recueil des données. La cinquième étape, c'est le recueil et l'analyse des données. Donc, c'est en général 1 à 2 semaines. On fait ça sur 1 à 2 semaines. On identifie les patients à inclure et puis on complète la grille de recueil. Et la dernière étape, qui est finalement la plus importante, donc c'est une réunion du groupe de travail avec les experts. Au cours de cette réunion, on rappelle les objectifs et les critères d'inclusion et d'exclusion des patients et on va proposer les interventions pharmaceutiques et les actions de pharmacie clinique que le pharmacien peut faire. Et au cours de cette réunion, les experts, donc les pharmaciens, l'expert, le médecin ou le biologiste qu'on a invité, vont sélectionner les interventions pharmaceutiques et les actions de pharmacie clinique qui sont reconnues comme vraiment pertinentes à émettre au cours de notre analyse. Une fois que cette étape est terminée, on synthétise et on fait un outil avec les IP pertinentes et les actions de pharmacie clinique à mettre en place. Donc, au niveau de l'asthme et de la BPCO, donc on a fait une petite étude, on a eu 16 patients, 6 pour de l'asthme et 10 pour une BPCO. Donc, ce qu'on a retrouvé, entre autres, c'est des anomalies dans la stratégie thérapeutique, donc chez 62,5% des patients. Donc, par exemple, pas de traitement de crise ou un traitement de fond qui est prescrit en si besoin. Ensuite, ce qu'on a retrouvé chez 25% des patients, c'est une divergence non intentionnelle entre le traitement habituel et le traitement qui est prescrit en hospitalisation. Donc voilà, il y a d'autres anomalies qui ont été repérées, des contre-indications, des interactions, tout ça a été relevé. Et finalement, au cours du débriefing, on a conclu à 12 IP reconnues comme pertinentes par un groupe d'experts
5 IP qui sont non pertinentes et qu'il faut éviter de formuler. Et puis, on a mis en évidence vraiment l'intérêt de la conciliation médicamenteuse d'entrée, au moins pour ces traitements-là. Donc, on a créé un outil. Donc, l'outil contient 4 éléments. Les recommandations pour le traitement de l'asthme et de la BPCO. Ensuite, la conduite à tenir devant une prescription de médicaments à visée respiratoire. Donc, on a mis une conduite à tenir en 6 étapes. Donc, le premier, c'est d'identifier la pathologie du patient. Est-ce que c'est de l'asthme ou de la BPCO? On fait une étape de conciliation médicamenteuse en faisant une intervention pharmaceutique si jamais il y a des divergences non intentionnelles. Ensuite, on identifie les médicaments livrés et on fait une IP pour proposer une substitution avec un équivalent Comedins. Ensuite, on analyse la stratégie thérapeutique. On fait une IP si elle est incohérente avec les recommandations. Et puis, on finit par la vérification des posologies, rythme de prise et médicaments contre-indiqués, interaction médicamenteuse. Et donc, le dernier élément de notre outil, c'est la liste des IP, pertinentes et non pertinentes. Donc, je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous montrer un exemple. Donc, par exemple, prescription d'un bêta-bloquant chez un patient asthmatique. Là, les experts, donc là, c'est un pneumologue qui a travaillé avec nous a dit que vraiment c'était contre-indiqué. Donc, il faut émettre l'intervention suivante. Donc, les bêta-bloquants sont contre-indiqués chez le patient asthmatique. Prendre avis cardio pour évaluation du rapport bénéfice-risque et arrêt éventuel du bêta-bloquant. Voilà. Un autre exemple. Donc, par exemple, prescription d'un opioïde chez un patient asthmatique peut entraîner une dépression respiratoire. Donc, ça, c'est le genre d'intervention qui est relevé par les logiciels de prescription et d'analyse pharmaceutique. Et là, les pneumologues nous ont bien dit que ce n'était pas utile de faire ces interventions-là auprès des médecins. De toute façon, les opioïdes, ils les prescrivent s'il y avait besoin. Donc, c'est une intervention qui est potentiellement inutile. Donc voilà, la visibilité, voilà. Et donc, pour conclure, donc, notre démarche optimisée, donc, elle est basée sur l'identification des CIPI de chaque patient. Donc, en fait, on a maintenant une trentaine de CIPI. À chaque fois qu'on a une CIPI, on a un outil qui propose des IP pertinentes. Et c'est avec cet outil qu'on réalise notre analyse pharmaceutique. Pour le moment, c'est un petit livret, un petit référentiel. On a des bénéfices pour les patients, puisque ça leur permet une prise en charge équitable et sécuritaire. Chaque patient peut avoir son analyse pharmaceutique, soit minimale, soit approfondie s'il fait l'objet d'une CIPI. Des bénéfices pour les pharmaciens, puisque ça permet déjà des bénéfices pour les pharmaciens, ça renforce nos échanges avec les médecins, puisque tous les arguments ont été vraiment discutés avec les experts. De plus, ça homogénéise notre analyse d'un collègue à l'autre. Les bénéfices pour les médecins, c'est vraiment déjà qu'ils ont une confiance accrue en nos interventions et également une moindre perte de temps puisqu'on arrête de leur signaler des interventions qui sont inutiles. Des bénéfices pour l'établissement puisque ça permet un compromis entre les objectifs de prévention des risques et les moyens restreints. Et puis c'est un pas vers le développement de la pharmacie clinique. Voilà, là j'avais juste une dernière diapo pour vous montrer où on en est de ce travail. Donc actuellement, tous nos outils sont compilés dans un petit livret qu'on appelle notre référentiel. Il y a une étude en cours, c'est-à-dire qu'il y a des pharmaciens qui font l'analyse pharmaceutique avec le référentiel et d'autres qui font l'analyse pharmaceutique sans le référentiel. Donc ça va être comparé. On a pour objectif de le diffuser dans tout établissement de santé qui le souhaite. Donc pour ça, on voulait peut-être réaliser une méthode de consensus pour valider toutes les IP, donc au niveau local puis national. Et puis pourquoi pas un jour informatiser les référentiels qui pourraient s'interfacer avec les logiciels de prescription et de validation pharmaceutique. Et pourquoi pas en faire une application pour smartphone. Voilà, je vous ai mis mon mail et puis également le lien de ma thèse où je détaille cette méthode et puis je vous présente aussi 3 autres outils